Voilà. Donc je suis avec Caroline Charbon, Les Reines de France. Vous avez écrit d'autres ouvrages apparemment, ce sont des sujets qui nous intéressent aussi d'ailleurs. Ce sont des biographies. Ici, oui, c'est Émile Coué, créateur de la méthode Coué, qu'on connaît si mal en France, Oui, voilà, ça, malheureusement. ça nous intéresse aussi, d'accord. Et là, c'est une biographie de Fabergé. D'accord. Alors, Alors on va commencer par Les Reines de France. Qu'est-ce qui a motivé votre travail? Alors, ça n'était pas assez bien connu. Alors, au départ, c'est vraiment une intention de mettre les reines et les femmes à l'honneur. Parce que je trouvais qu'on parlait toujours de quelques reines, Blanche de Castille, Anne de Bretagne, un petit peu toujours les mêmes, Marie-Antoinette évidemment. Et que finalement, il y en avait beaucoup d'autres qu'on ne connaissait pas, dont on ne parlait jamais. Donc voilà, et puis à force d'étudier l'histoire de France et de ses reines, je me suis aperçue qu'elles avaient des destins souvent assez tragiques, qu'elles étaient souvent oubliées. C'est des jeunes femmes qui étaient fiancées à 4-5 ans pour des raisons politiques par leur père, voilà, pour faire une alliance avec un autre pays, déracinées, elles devaient se marier à 14-15 ans, on ne leur demandait pas leur avis, bien évidemment. Même Marie-Antoinette. Bien sûr, mais Oui. surtout Marie-Antoinette. Enfin oui, la pauvre à qui on a Antoniaque, vraiment, appelé. oui, et on a vraiment mis beaucoup de mots là. Ça faisait partie du destin. Alors, vous parlez de Reines de France qui étaient donc souvent étrangères en fait. Bah, la plupart du temps, oui, bien Oui. évidemment, hein, puisque c'était pour faire une alliance avec un Oui, autre voilà. pays. Donc souvent elles étaient à la cour un petit peu maîtrisées, enfin c'est le cas de Marie-Antoinette, vous venez d'en parler, mais c'est pas les seuls. Le roi avait en plus ses maîtresses voilà, Oui. qu'elles devaient supporter sous leur nez. Et puis évidemment leur mission c'était de faire des héritiers. Donc, Et alors, elles se sont retrouvées par la force des choses en position importante, par la régence ou par le deuil. Absolument. Et puis aussi, Le deuil et la régence allant ensemble souvent. alors ensemble, bien évidemment, et puis effectivement, les rois étaient aguerroyés à droite à gauche, et donc c'est à ce moment-là que les reines prenaient les mains du royaume finalement. Oui. Il y a un film là-dessus actuellement, Les Gardiennes, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre Et aussi, ce qui était important, c'était que les reines étaient chargées de l'éducation des enfants, Oui. des enfants royaux. Ah oui. Donc elles avaient aussi cette mission-là, et donc ça, on en parle assez peu finalement, mais elles avaient un rôle assez essentiel à ce niveau-là. On est dans le domaine de l'exogamie en quelque sorte. Oui, le masque et la Mais alors que c'est assez paradoxal, je trouve, d'une certaine manière, que des reines étrangères soient chargées de l'éducation des enfants royaux. Moi, je trouve ça un peu étrange, quelque part. Parce que c'était pas très bien considéré en fait. J'imagine pas que c'était quelque chose de si important que ça, qu'il était plus important de savoir se battre ou autre. Oui, mais enfin, c'était quand même une drôle de responsabilité dans une culture qui n'était pas la leur au départ. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai que quand on parlait d'éducation, c'était surtout l'éducation religieuse, qui était vraiment Oui, leur qui était européenne, oui. Voilà, tout à fait. Et puis surtout les reines, elles jouaient souvent aussi le rôle de diplomate, c'est-à-dire qu'on les envoyait facilement aller négocier avec un frère, Eh oui. un cousin, Ben etc. oui, avec Marie-Antoinette par exemple. Voilà, entre autres. Mais c'est souvent un rôle. Alors c'était pas du tout, on ne le disait pas forcément, mais c'était fait un petit peu en sous-main. C'était la politique des alliances de toute façon. Tout à fait, voilà. Donc forcément. Voilà, donc c'est vrai qu'elles gardaient des liens avec leur famille qui leur permettaient parfois d'arranger les choses au royaume, quoi. Mais de manière un petit peu pas officielle. Souvent c'était non officiel, c'est pour ça que c'est pas toujours reporté rendu public, quoi. Et donc vous pensez que la fin de la monarchie c'est assez paradoxal, la fin de la monarchie n'a pas été une très bonne chose pour l'image de la reine, puisque les femmes n'ont plus ce statut finalement, à part la famille de Monaco. Oui, certes, mais en même temps, non, je pense pas que ça a été quelque chose de négatif ou de positif. Enfin, elle n'avait pas un statut, c'était effectivement un statut officiel, elle avait des belles robes, etc. À part ça, je pense que c'était pas très enviable d'être une reine, finalement, Oui. parce qu'elle pouvait être répudiée pour un oui, pour un non. Ah oui, il y a eu le cas d'Henri VIII, évidemment. Voilà, enfin, elles avaient un peu comme les premières dames aujourd'hui qui n'ont pas vraiment de statut. Voilà, les reines, c'était un petit peu pareil, hein, en dehors de la régence, comme on l'a dit tout à l'heure. Souvent, elles avaient épousé des princes qui n'étaient même pas censés être rois, en fait. Comme Catherine de Médicis, par exemple, elle a épousé Henri II, alors que ce n'était pas encore le. Bien sûr, oui, c'est tout à fait. Et donc finalement, ça a mis des femmes en exergue à une époque où la plupart des femmes ne perçaient pas, finalement. Tout à fait, et justement, c'était pas toujours accepté par l'entourage du roi et les conseillers du roi,
qui essayaient de les diminuer. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qui a écrit l'histoire. Ce sont des hommes, tous les jours, et c'était souvent des ecclésiastiques. Donc en fait, les femmes et les reines de France, elles sont souvent décrites soit comme des saintes, soit comme des sorcières. Oui. Il n'y a pas vraiment de... Oui, voilà, c'est cela. Alors on va passer à l'autre sujet.